Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais je trouve que parfois on nous prend pour des jambons. Représentant d'intérêt, ça vous dit quelque chose ? En français de base, on connaît cette profession sous la dénomination franglaise de lobbyiste. Mais représentant d'intérêt, ça fait plus classe, plus installé, moins dangereux. Représentant d'intérêt, n'en doutons pas, de l'intérêt général, comme nos députés d'ailleurs, avec lesquels ils échangent beaucoup à l'Assemblée nationale. Sauf qu'un lobbyiste n'est pas élu, lui. Ce qui ne l'empêche pas de s'occuper de la fabrication de lois et toujours au profit de ses employeurs, associations professionnelles, ONG ou groupes industriels. Dernier exemple de cette façon d'agir des représentants d'intérêt, la façon dont une partie de ces gens-là ont passé du temps à convaincre le gouvernement et maintenant les députés pour détricoter les activités et les articles de la loi climat et résilience. Je vous le rappelle, loi issue des réflexions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est 150 Français tirés au sort il y a 2 ans sur proposition express de Jupiter himself qui voyait là une façon de se tirer du mauvais pas que lui faisaient alors les gilets jaunes en injectant une dose infime de démocratie participative dans son centralisme omnipotent. Donc, cabinet conseil publicitaire chargé de communication politique, ils sont allés tous de leur entre-gens pour raboter les angles de cette loi climat et résilience, transformer une interdiction en co-régulation, c'est plus efficace, disent-ils, une obligation de résultat en un code de bonne conduite. Déjà bien entamé par les premières remarques jupitériennes, ce projet de loi, au fur et à mesure des semaines, est en train de se transformé en coquille vide. Ainsi, la Convention des 150 Français avait-elle préconisé une interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants. Les lobbyistes leur rétorquent que cette régulation de la pub menacerait la liberté d'expression. Arrêtez de rire. Et parlent d'autorégulation pour régler le problème. Autre proposition faite par la Convention citoyenne pour le climat, une augmentation de l'écotaxe sur les billets des lignes aériennes intérieures si elles ne peuvent pas être substituées par un trajet en train d'une durée inférieure à 4 heures. Après le passage des représentants d'intérêt, la durée est ramenée à 2 heures. Du coup, cela ne concerne plus que 5% du trafic aérien hexagonal. Concernant la volonté de limiter l'artificialisation des sols, la loi fixe, à la demande des 150, un principe général, l'interdiction de toute nouvelle surface commerciale. Sauf qu'il prévoit également la possibilité de dérogation étudiée par le préfet au cas par cas. C'est du côté de l'industrie agricole. Ceux-là, eh bien, ils sont partis en guerre contre la proposition de taxation des engrais azotés, avec apparemment pas mal de succès. La proposition n'existant plus dans le projet de loi qui va être proposé dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Au motif d'une absence d'études d'impact économique et d'un timing plutôt très court pour réaliser cet arrêt des engrais azotés. Et l'on pourrait ainsi multiplier les exemples sur les transports poids lourds, sur l'industrie pétrolière, automobile ou dans le bâtiment. Dans un édito publié mercredi, un journaliste de Libération rappelait cette petite histoire. Lorsqu'en 1976, il fut question une première fois d'interdire la publicité sur le tabac, les représentants
représentant d'intérêt avait emporté le morceau au motif que cela empêcherait l'information du public sur, je cite une déclaration de l'époque, les nouveaux produits qui peuvent présenter de réels avantages comme de nouveaux filtres ou des tabacs moins nocifs. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Le lobbyisme, pardon, la représentation d'intérêt, c'est vraiment un boulot plein d'avenir. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 32, réalisé par Alban Pelletier. Alban Pelletier qui fait ce soir un retour tonitruant dans cette émission hebdomadaire. Ce soir, on parle de musique et de Blaxploitation avec Arthur Guyard, musicien et compositeur qui vient de composer 23 minutes de musique largement inspirée par les BO des films, de ces films afro-américains des années 70. Il nous expliquera pourquoi ce projet, dans quelles conditions. De son côté, notre bon professeur Thibault nous racontera les débuts de ce style propre au cinéma américain et qui a valorisé l'image des Noirs au cinéma dans les années 70. Manuel Pomar, lui, viendra nous parler de la situation actuelle des artistes visuels. Il en profitera pour pousser un petit coup de gueule. Et puis, dans quelques minutes, nous prendrons des nouvelles du groupe Le Gros Tobogoy qui est en train d'enregistrer ce qui sera leur nouvel album. Et pour cela, nous aurons Colin Jor au téléphone. Colin Jor, le contrebassiste et le leader de ce groupe de jazz. Mais avant, et même en avant-première, un petit morceau que l'on pourrait trouver ou pas sur ce nouvel album de Le Gros Tobogoy, End of Edmond. C'est extrait d'une captation qu'ils ont fait cet automne. Voilà, on écoute ça tout de suite. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Colin Jor. Oui, allô? Ah, mais c'est formidable. La technique est absolument formidable. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Je suis sous la pluie actuellement dans un champ, effectivement. Eh bien oui, mais où la couverture GSM passe. Voilà. Quelle idée aussi d'aller vous enterrer pour enregistrer un album dans un coin saugrenu en pleine campagne, alors que la couverture téléphonique n'est pas la plus optimale et que vous êtes obligé d'être à cet endroit très précis pour que la communication passe. Je vous avais dit, un fixe, c'était mieux, Colin Jor. Et oui, mais les fixes, c'est quelque chose d'obsolète maintenant. Mais par contre, nous sommes dans des conditions optimales d'enregistrement au studio de la Lune Rouge, qui est à côté de Versailles-sur-Seille, qui est tenu par l'excellent Simon. Et ce studio a accueilli le Tigre des Platanes, Boucan, là, plein de choses intéressantes qui se font à Toulouse. Voilà, plein de gens qu'on aime dans Caramel Mou, quoi. Exactement. Et donc c'est un lieu qui est assez chargé, très agréable et qui est parfait pour ce qu'on voulait faire avec le Gros Bourgogne pour cet album. Bon, très bien. Rappelez le nom du studio. Alors, c'est le studio de la Lune Rouge. Voilà, c'était notre page de publicité hebdomadaire. Exactement. Maintenant, nous allons peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, vous êtes en train d'enregistrer un album. Deux, trois mots d'abord sur l'état physique et moral du groupe, parce que, à l'instar de toutes les formations toulousaines et toutes les formations hexagonales, vous n'êtes toujours pas essentiel, et ça doit faire belle lurette que vous n'aviez pas dû jouer ensemble. Finalement, nous, on va pas trop se plaindre parce que pendant le premier confinement, on a vraiment composé beaucoup de musique, et dès que ça a été possible, on s'est retrouvés pour répéter, et on a reconstitué une équipe assez vite et on a eu la chance de beaucoup jouer en fait cet été. On a dû faire une quinzaine de dates là qui s'est achevée par Jazz sur son 31. Ensuite, on a enchaîné sur les productions de vidéos là qu'on a faites au Ring, et finalement, on a eu un rythme assez soutenu pour monter ce répertoire, et qu'on tenait à enregistrer avant l'été, quand on espère bien pouvoir rejouer dès que ça sera possible. Mais je pense que ça va être possible dès qu'on pourra jouer en extérieur en tout cas. Et on voulait être prêt, et finalement, on n'a pas vu le temps passer. Bah ouais. Et donc le moral est plutôt bon. Vous êtes comme beaucoup finalement d'artistes, c'est que vous avez profité du confinement pour composer, sauf que le jour où on va être déconfiné, ça va être un embouteillage. Ça va être un embouteillage entre les disques qui vont sortir tous en même temps et tout le monde qui voudra reprendre le chemin de la scène pour rejouer ce qui est sur les disques. Ça va être infernal. Bonjour les programmateurs. Vaut mieux trop que pas assez, oui. Mais cette période a aussi fait des dégâts parce qu'il y a des gens qui n'ont pas super bien vécu. Et la créativité, ça dépend de chacun, et pour certaines personnes, ça a été un peu le contraire. Ça les a minés. Donc en tout cas, nous on est prêt à remonter sur scène et partager tout ça, et c'est vrai que ça nous manque beaucoup. Mais ça, c'est pas un scoop. Nous en parlions avec Arthur Guyard, qui est juste sur ma droite et que pense vous le connaissez. Voilà, et c'est formidable. On a joué ensemble. Ouais. Donc on parlait en même temps de le Gros Tobrogoy, de la version théâtre de rue. Le spectacle, enfin le répertoire que vous êtes en train d'enregistrer, c'est quelque chose que vous allez intégrer à votre spectacle de rue. Je rappelle vite fait. Pas du tout. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, Colin Jor. Je rappelle simplement pour les plus jeunes auditeurs de cette émission qui n'auraient pas connu les années 20, que dans les années 20, le Gros Tobrogoy arrive avec 4 mobilettes ou 5 mobilettes, ça dépend des fois, avec les instruments, et ils font un spectacle de rue qui commence toujours par une ronde à mobilette, et ils arrivent tel un gang des années 50 dans le bruit et la fureur et la poussière, parce que le plus souvent ça se passe l'été sur des places de village, avant d'installer leur matériel pour faire le concert. C'est pas un répertoire qui est prévu pour cette configuration-là? Non, pas du tout. Il y a des choses très très distinctes maintenant. C'est donc le Gros Tobrogoy, c'est la version de scène. Uh-huh. Et les Tobrogoy, tout court, c'est la version mécanique. Ouais. Et on fait pas du tout les mêmes musiques, mais on a la même source dans l'histoire.
Et même malgré, beaucoup de changements de personnel, on a encore 2-3 personnes historiques dans les deux formations respectives. Mais là, on prend une orientation assez radicale, assez différente, où même si on garde ce côté de musique dite de jazz populaire, à savoir que c'est des musiques qui font taper du pied, il y a beaucoup plus d'improvisation. On ouvre des portes un peu plus expérimentales. Alors, ouvrons ces portes ensemble. Vous allez les chercher vers où, ces portes nouvellement ouvertes ? C'est surtout dans ce qui nous tient à cœur depuis dans notre culture, avec des gens comme Fabien Dusconde, Nico Poirier, Nathanaël Renou et Florian Nastorg, à savoir ouvrir des portes de l'aventure et de l'improvisation en se donnant quelques consignes. Mais bon, là on est quand même dans des musiques assez écrites, dansantes, mais on essaye d'apporter beaucoup plus de vie et que tout ça soit parsemé de moments un peu plus rugueux qu'avant et un peu plus aventureux, nous dirons. Donc cet album est en train de s'enregistrer, vous en êtes où ? Et on vient de finir aujourd'hui. On a fini toutes les re, comme on dit, dans notre jargon. Et dans le nôtre, vous dites comment ? Les re-recording, D'accord. les overdubs. Ouais, ok. Donc toutes les petites finitions des premiers morceaux que vous aviez enregistrés précédemment. Voilà. On vient de finir ça. On a fait 8 morceaux en 4 jours. Et on va mixer ça à Toulouse. D'accord. Et la suite après, c'est quoi ? C'est un album qui sortira ? Eh ben, on va essayer de le sortir avant cet été pour l'avoir dans les mains quand on va rejouer et faire sauter tous les kangourous et les kangouroutes. Ah ben formidable. je viendrai avec ma tribu. Et donc comme ça se fait beaucoup par les temps qui courent dans la jeune génération, dont je rappelle que vous ne faites plus partie, mais c'est pas grave, je vous en veux pas moi non plus. Mais dans le cœur. Mais toujours dans le cœur, Colin Jor, toujours. Vous lancez une souscription pour que l'on vous aide à sortir cet objet. Oui, on va faire, je pense, un système de préachat et les dons seront possibles. Mais voilà, on vous en reparlera bientôt. On va sortir quelques vidéos et vous aurez tout ce qu'il faut comme info pour nous aider ou acheter par avance cet album qui s'annonce vraiment chouette. Nous, on est très 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 contents en tout cas de cette session de studio. J'en suis très content pour vous, mais il manquerait plus qu'à la fin de cette interview, vous nous disiez on vient de passer 4 jours dans un point complètement paumé et le résultat complètement lamentable. Allez, on se revoit dans 2 mois. Non, là, ça aurait quand même été drôle. Ouais, mais je rappelle que c'est quand même une histoire aussi évidemment d'amitié. C'est une très chouette équipe et je profite de redire le personnel si vous voulez bien. Allez-y et nous en resterons là juste après. Alors, dans l'ordre croissant ou décroissant ou dans le désordre ou l'ordre inalphabétique, nous avons donc Fabien Dusconde à la batterie. Vous voyez qui c'est. Oui. Nous avons Nicolas Poirier à la guitare qui a composé une grande partie de ce répertoire. Il y a Florian Nastorg au saxophone baryton. Il y a Nathanaël Renou, le jeune de l'équipe, à la trompette. Il y a Yvan Picot, mon partenaire de toujours au saxophone ténor. Et moi-même à la contrebasse et à la basse électrique. Ben, très bien, et donc nous vous retrouvons très 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 vite sur disque et on ne sait pas quand sur scène puisque ça arrivera quand même par arriver cette histoire. Sûr, on fait à la sortie au Taquin Taquin que je salue au passage et qui nous a aidés, qui nous a prêté sa salle pour pouvoir y travailler. Voilà. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Et voilà, et vous ferez donc la sortie au Taquin, sauf qu'actuellement vous êtes incapable de nous donner la date. Et oui. Et on sait pourquoi. Colin Jor, écoutez, merci en tout cas de nous avoir joints. La communication était excellente. C'est parfait. Vous pouvez aller vous mettre à l'abri maintenant, mais j'espère que vous n'attraperez pas une pneumonie. À très vite, Colin Jor. Une dernière petite chose, oui. Je tiens à vous remercier, vous, Jean-Philippe Bira-Kaka, Joe Kangourou, de vos actions essentielles, et aussi pour vous dire qu'on a été sélectionné pour faire les résidences Oxy Jazz, et dont nous ferons bon usage, et nous allons, on va faire parler de nous, car nous avons plein d'idées dans les chaussettes. Et de tout ça, il sera question la semaine prochaine avec vos collègues d'Edredon Sensible. Super. Eux-mêmes sélectionnés pour ce même opération Oxy Jazz, et nous parlerons donc des
des heureux élus de l'année avec Edward Insensible la semaine prochaine. Vous leur adresserez toute notre reconnaissance. Oui, si j'arrive, parce qu'ils arrivent avec tout le matériel, les 2 batteries, les 2 sax, et ça risque de faire du bruit dans le studio. Non, ils sont mous. Oui, c'est vrai, comme les caramels. Colin Jor, vous adressez nos salutations les plus sincères à votre équipe et à très bientôt. Merci Jean-Philippe, à très bientôt, au revoir. Bonsoir Arthur Guillard. Bonsoir. On vient d'écouter Hard Work, extrait d'un album Blaxploitation que vous venez de composer. Et je disais en début d'émission, vous nous expliquerez dans un deuxième temps pourquoi, mais vous venez de composer 23 minutes qui ne sortiront peut-être jamais sur disque, mais qu'on peut déjà écouter à l'écoute de Caramel Mou ce soir. Mais avant de parler des conditions un peu d'enregistrement, parlons un peu du projet. Comment est né ce projet donc, qui répond au joli nom de Blaxploitation? Alors, il est né au premier confinement, comme disait Colin tout à l'heure. En fait, ça a été quand même assez dur pour beaucoup d'amis musiciens et pour beaucoup de monde, bien évidemment. Mais quand tout s'est annulé coup sur coup, la première semaine du premier confinement, ça a été un petit peu dur de voir tout s'effondrer. Et bon, moi, ça faisait un petit moment que j'avais envie de mettre un pied dans la composition de musique pour l'image, que j'avais commencé un petit peu à faire. En fait, moi, je fais beaucoup de ciné-concert, et donc c'est quelque chose que j'ai développé là-dedans. Et j'ai eu envie d'écrire pour de l'image actuelle. Et donc, dans un élan d'optimisme dans cette période un peu complexe, j'ai essayé d'utiliser cette période pour démarcher des éditeurs et leur proposer mon travail, parce que bon, moi, je suis un grand fan de toute la black music et tout le funk en allant toutes les vieilles périodes de Derby et autres, que ce soit dans la soul, dans la funk, dans beaucoup de styles comme ça. Donc j'ai écrit plusieurs choses, et en fait c'est un éditeur qui m'a commandé cet album, vraiment dans le style Blaxploitation, que j'aurais pas écrit tout seul sinon. Et c'est parti de là. C'était une commande de cet éditeur qui m'a dit, bon voilà, nous on a besoin de ça dans notre catalogue, on a repéré que tu avais les sonorités et le savoir-faire pour écrire cette musique-là. Donc est-ce que ça te dit de nous écrire cette musique ? Ce que j'ai fait en suivant, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était un réel plaisir parce que, encore une fois, c'était n'ayant plus de live, n'ayant plus de but réel. Là, j'ai pu retrouver au moins un but et quelque chose, un truc vers lequel tendre pour écrire pendant toute cette période et continuer un peu à
à travailler. Non, c'est vrai que moi, on en parlera en deuxième partie parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intriguant. Comment un musicien peut composer comme ça à la demande pour une musique. Il sait pas trop à quoi elle va servir, mais il n'en est pas complètement, il n'en est complètement plus le propriétaire. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant et on en viendra dans une deuxième partie. Mais pour revenir toujours à l'origine du projet, c'est des films que vous aviez déjà vus ou pas du tout. Donc je rappelle pour les auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute de Carré Mamou la semaine dernière et qui n'ont pas profité de la conférence érudite et brillante de notre bon professeur Thibault sur la Blaxploitation, c'est cette espèce de mouvement qui naît à la fin des années 60, début des années 70, avec comme idée essayer de proposer aux acteurs noirs américains d'abord les rôles principaux, ceux qu'ils n'avaient que très rarement, et puis qu'ils les mettent un peu en avant, ce qui n'était pas non plus le cas jusque-là. Et donc les plus connus, c'est quoi? C'est Shaft. Il y a eu Superfly, des acteurs assez emblématiques comme l'actrice Pam Grier que l'on verra après dans les films de Tarantino, mais c'est aussi des bandes de son. Donc c'est des films que vous aviez vus avant de composer ou Même pas. Même pas. Par contre, je connaissais le style. De ce que j'en savais à ce moment-là, c'est que c'est un style cinématographique d'abord qui est devenu un mouvement social d'émancipation, voilà, comme tu le disais, le premier rôle attribué aux Noirs, et donc une manière d'être sur le devant de la scène cinématographiquement. Puis après, la Blaxploitation s'est étendue à un mouvement beaucoup plus large social dans une Amérique un peu complexe. Et carrément raciste, on va le dire. Un tout petit peu. Et donc, non, j'avais pas vu les films, mais je connaissais, j'ai beaucoup écouté toute la BO de Shaft, en fait. Je connais beaucoup Isaac Hayes, je connaissais la musique. J'ai pas vu les musiques, mais j'ai pas vu les films, mais j'ai écouté beaucoup la musique. Et donc, je connaissais déjà les codes, parce que c'est quand même très très codifié comme musique de ce cinéma. Et en fait, surtout, j'ai essayé de trouver quel était le cliché qu'on voulait avoir quand on dit Blaxploitation. Qu'est-ce qui nous fait... comment on se décrit dans un film de Blaxploitation en 5 minutes, en 5 secondes même. Quelles sont les sonorités? Donc il y a beaucoup de flûtes, il y a beaucoup de bongos, il y a beaucoup de violons. C'est évidemment lié avec tout le label Stax, par exemple, toute la Motown et toute cette mouvance-là, donc cette sonorité-là, des drums très groove avec des prises de son qui étaient très particulières à l'époque. Voilà, tout un ensemble de mixage, d'instrumentation, d'orchestration, de voix, bien évidemment, bon, que moi j'ai pas pu faire malheureusement, mais et c'est tous ces clichés-là que j'ai voulu reprendre pour qu'on se sente dans cet univers-là, qu'il n'y ait pas de doute en fait, en amenant petit à petit une patte un peu plus moderne, parce que c'était la consigne aussi, le moderniser en quelque sorte. Donc ça s'est fait par le son, ça s'est fait par ma patte, bien évidemment, parce que bon, de toute façon, en l'écrivant moi aujourd'hui, en 2020, je pouvais pas avoir la même sonorité qu'à l'époque, et c'était pas le but. Mais voilà, c'était globalement ça. Et c'est vrai que si on regarde un peu les compositeurs de l'époque, on se dit que Shaft, c'est Isaac Hayes, Superfly, un autre gros standard de ce style, c'est Curtis Mayfield. Space is the Place, c'est quand même Sun Ra qui fait la musique. Shaft in America, c'est Johnny Pate. Coffee, un film magnifique avec Pam Grier, c'est Roy Ayers, le vibraphoniste. Marvin Gaye fait la musique de Trouble Man. Il y a même James Brown qui se lance dans la musique de Little Caesar, ce qui est quand même pas n'importe quoi dans la galaxie des musiciens. Et c'est vrai que toute cette série de films a bénéficié de la composition de bandes de son qui ont sans doute rendu le style nettement plus populaire que ce qu'il aurait pu être en dehors du circuit noir, puisque la Blaxploitation, même si la plupart des réalisateurs étaient des réalisateurs blancs, il faut quand même le rappeler ça aussi, étaient distribués dans les salles pour le public noir. Donc c'est aussi ça la Blaxploitation, c'est du cinéma d'exploitation, comme dirait notre bon professeur Thibault, pour les salles pour le public noir. Mais c'est vrai que
cette bande de son, elle est faite par la crème de cette musique-là dans les années 70. Vous nous disiez que vous vous êtes emparé des codes, dont les codes, vous les citiez rapidement, les bongos, les violons. Vous n'avez pas cité les cuivres, alors que les cuivres sont quand même présents dans cette musique-là, mais pas dans la vôtre. Vous allez nous dire aussi pourquoi. Je suppose que le confinement y a été pour beaucoup. Justement, comment vous avez travaillé seul. Il y a quand même des musiciens qui sont venus chez vous subrepticement en essayant d'éviter la police pour venir faire des séances d'enregistrement ou pas? Non, l'idée c'était de tout faire tout seul. Ah ouais. Voilà. Parce que quand même, il n'y a pas de cuivre, mais il y a plein de choses dans la bande. Il y a plein de choses. Alors, il y en a plein que j'ai joué. C'était l'idée. Moi, ça va avec mon taf de producteur, enfin de réalisateur de cette musique-là. C'est parce que je joue pas mal d'instruments. Et donc, c'était l'occasion de le mettre en application. Donc, les guitares, les basses, les batteries, tout ça, j'ai tout joué. Après, les cuivres, soit ça se joue, soit ça peut pas être fait par ordinateur. Ouais. C'est horrible. Donc, il n'y a pas de cuivre. C'est dommage. J'aurais beaucoup aimé. Oui, surtout qu'il y a quelques cuivres à Toulouse qui sont intéressants. Ah oui, il y en a un paquet. Et j'aurais vraiment aimé, mais voilà, en fait, c'est quelque chose que j'ai développé. C'est la première fois que je fais ça, donc c'était un petit peu un test, à la fois pour moi, de voir à quel point je pouvais aboutir cette musique, respecter les codes, transformer une émotion surtout, en fait, avoir quelque chose de très cohérent qui puisse être choisi par quelqu'un, parce que ça va dans un catalogue, en fait. Cette musique est dans un catalogue qui va être choisi ou pas par un réalisateur quelconque pour n'importe quel support. Donc l'idée, c'est d'avoir une émotion forte qui est retranscrite, dans la musique, paraît évidente. Et donc c'était d'abord cet exercice-là, ensuite l'exercice de l'adapter au format, parce que donc ça doit durer pas plus de 2 minutes, il doit y avoir une version alternative qui du coup a moins d'instruments, une version de 30 secondes, il y a plein de contraintes en fait que j'ai dû respecter, amener le mixage jusqu'à un certain point, faire le mastering que j'ai fait moi-même, selon les critères du catalogue, qui a des critères bien précis, parce que là encore une fois on va revenir sur la guerre des volumes et tout ça, c'est un autre débat, mais tout ça c'était l'exercice de le faire tout seul comme premier exercice, pour ensuite, une fois que j'ai mis le pied dedans, pouvoir rediscuter de certaines choses et donc amener d'autres musiciens sur le projet, ce que j'aimerais énormément faire évidemment. Donc c'est pour ça que l'instrumentation pour moi elle a été un petit peu réduite. Voilà, les cuivres j'aurais adoré parce qu'ils font partie du style. J'ai pas pu en mettre parce que bon, c'était le confinement, ils étaient pas trop dispo, c'était compliqué, et surtout parce que voilà, je l'ai fait un petit peu de manière sous-jacente tout seul. Avant que ça naisse là, et par contre je le ferai mieux les prochains. Et c'est mieux peut-être, c'est déjà pas mal sur la version en solo. Mais c'est vrai que l'information importante, c'est qu'effectivement là tout est fait par vos soins, et donc tous les instruments sont joués par vous. On va écouter tout de suite un deuxième morceau de ces 23 minutes de musique très Blaxploitation. On écoute Let's Do It, donc Arthur Guyard sur ce projet célébrant la musique noire des années 70.
Voilà, toujours en compagnie d'Arthur Guyard. J'ai dit au début de cette émission claviériste, mais on va dire multi-instrumentiste, puisque c'est lui qui s'est chargé de tous les instruments sur le morceau que l'on vient d'écouter, donc extrait d'une composition qu'il a faite à la demande d'un catalogue. Donc expliquez-nous ça un peu, Arthur Guyard. D'abord, un catalogue dans le monde de la musique, et là on va parler d'industrie de la musique. Un catalogue, c'est quoi ? Alors en fait, celui-là, c'est un site, la plupart du temps c'est des sites, où c'est un énorme moteur de recherche, où on peut trouver de la musique classée par style, durée, émotion, instrumentation, arrangement, tout ce qui peut classifier la musique. C'est plein de mots-clés en fait qui sont utilisés pour que n'importe quel vidéaste, réalisateur, pour n'importe quel support, hein. Quelqu'un qui veut utiliser cette musique pour de la pub, du film, du court-métrage, du documentaire, n'importe quoi. Quand il a besoin de musique, il va sur ce site, il cherche avec les mots-clés qu'il a, ce qu'il a envie, et à partir de là, il peut donc avoir accès à c'est incroyable. Un catalogue pour le coup. Un énorme catalogue de musique pour lequel il va pouvoir choisir ce qu'il veut. Et à chaque fois, pour chaque morceau, il y a plusieurs versions. Donc des versions courtes, des versions longues, des versions avec plus ou moins orchestrées, on va dire, plus ou moins simples. Et en général, voilà, on peut même trouver jusqu'à 5, 6, 7 déclinaisons du même morceau pour que la personne puisse pouvoir avoir le plus de flexibilité possible pour utiliser ce morceau pour le support vidéo qu'il veut. Donc lorsque vous passez contrat avec une maison d'édition ou un catalogue tel que celui que vous venez de nous décrire, ça veut dire que là vous avez un cahier des charges qui liste toutes les opérations que vous devez faire dans l'enregistrement d'un morceau. C'est-à-dire que votre travail, ça n'est pas simplement de le composer et de l'enregistrer, mais c'est d'en faire plusieurs versions en fonction du public et des futurs clients qui pourraient utiliser cette musique. Ça fait quoi pour le compositeur que vous êtes de vous décharger à un moment donné, enfin d'être déchargé de toute cette partie qui va être l'utilisation de votre musique? Parce qu'à partir de là, vous n'avez plus votre mot à dire. À partir de là, c'est fini. Les droits, en fait, alors on partage les droits, mais la musique est cédée à ce catalogue, et donc ils en font ce qu'ils veulent. Ils me tiennent au courant, mais chaque personne peut bien choisir cette musique et en faire ce qu'il veut. Le catalogue, finalement, a tous les droits dessus, et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est assez contraignant, en fait, au départ, parce qu'on est bien loin de la simple composition. Déjà, on parle de réalisation, et de réalisation assez complexe, parce qu'il y a toutes ces versions. Déjà, il y a la composition, l'enregistrement, le mixage, le mastering, les différentes versions, l'upload. Alors après, ils se débrouillent pour le reste. Mais donc, ça fait déjà beaucoup de travail pour finalement quelque chose qui, s'il est pris, eh ben, c'est super, ça fait des droits, c'est quelque chose. Mais de toute façon, bon, c'est pas vraiment pour du financier que je fais ça, mais c'est quelque chose d'hypothétique. Ça finit sur un catalogue et après, bon, c'est choisi, c'est pas choisi. C'est pour ça que plus on fait des versions, plus on apporte de la flexibilité, plus ça permet que la musique corresponde à des gens et donc soit choisie. Et c'est vrai que là, dans le rapport qu'on a quand on est musicien avec le public, c'est un rapport complètement différent. C'est plus un spectateur, c'est un client. Oui. Et c'est comme ça que vous composez aussi. Je veux dire, dans les schémas que vous avez dans la tête lorsque vous composez, il y a aussi cet aspect-là. Je compose pour que quelqu'un, à un moment donné, puisse acheter ma musique, et pas pour l'écouter dans le salon, mais pour en faire quelque chose qui, vous le disiez, peut être autant du documentaire que de la publicité. Oui. Et ça, par contre, c'est la partie la plus intéressante, je trouve. C'est de pouvoir penser la musique, finalement, pas comme... moi, j'ai quasiment que fait des compositions personnelles que j'ai défendues en live dans des groupes. Donc là, bon, c'est mon identité qui est créée par le groupe dans lequel je suis et qu'on va défendre sur live avec un public qui reçoit, apprécie ou apprécie pas la musique. Là, l'idée, c'est de pouvoir imaginer une scène d'un film, une scène très lambda, donc justement des émotions assez simples, qui pourraient être une course-poursuite, une phase de réflexion, une phase de, je sais pas, n'importe quoi. Il y a une rencontre amoureuse, parce qu'on va pas l'écouter là, mais il y a quand même un morceau langoureux qui ferait fondre n'importe qui. Évidemment. Dimanche pour la Saint-Valentin, ça c'est un morceau. C'est vrai. Mais donc moi je suis parti de là. Je me suis dit, alors dans un film,
pas forcément du tout blaxploitation pour le coup, mais donc un film quel qu'il soit, il y a des scènes fortes qui reviennent assez souvent dans un schéma narratif, on va dire, global. Et ok, j'ai mes émotions que j'ai envie de décrire, et à partir de là, quelle est la musique qui pourrait le mieux l'illustrer et pour laquelle il n'y aurait pas photo? Ça prendrait 10 secondes, on se dit ah ouais, là on y est. Parce que finalement, dans une scène, quand je regarde n'importe quel film, la musique qui l'habille, il faut que ce soit évident, il faut que ce soit cash. Et alors, il peut y avoir un décalage justement avec une musique qui n'a pas trop à voir et qui va susciter du coup une émotion particulière par rapport à la scène. Mais la plupart du temps, quand c'est quelque chose de ou un effet très comique, adapté, voilà, ou un effet comique. Mais quand on vise quelque chose de voilà, qui va vraiment illustrer au mieux cette scène, moi je trouve que c'est un super départ, c'est très inspirant. Ouais. Au contraire, parce que là, voilà, on n'est plus dans justement l'écriture personnelle, on est plutôt dans, ok, c'est comme un exercice. Moi, je l'ai vu comme un exercice de pouvoir écrire ce qui correspondrait au mieux à une course-poursuite des années 70. Mais en fait, c'est génial d'écrire ça. Bon, là, on va dans les clichés à fond, c'est clair. Au moins, bon, oui, c'est les clichés, mais normal, parce que c'est ça qu'on veut. Donc, je vais à fond dans les clichés, et en même temps, forcément, par ma touche et par le mixage, par plein de choses, je vais amener quelque chose de personnel là-dedans. Mais en essayant d'amener cette sensation le plus fort possible, voilà, c'était ça mon but, c'est qu'il n'y ait pas photo, qu'on puisse être sûr qu'on est là-dedans, et ça, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est ça le plus marrant. Il y a des traces de jubilation dans la façon dont vous parlez de la composition de cette musique-là. Ouais, bien sûr, bah, c'est génial de pouvoir partir de cette idée-là et de l'amener jusqu'à un produit fini. C'est la première fois que de A à Z, je le fais tout seul et que personne n'intervient dans le process. Donc, je peux m'en tenir qu'à moi. Et donc, à la fin, le résultat, est-ce que je retrouve bien ce que je voulais avoir en termes d'émotion, en termes de ressenti par rapport à cette scène précise ? Bon, oui ou non, hein. Après c'est moi qui ai fait mon jugement, j'en ai fait plein pour finalement en enlever certaines, pour en garder qu'une dizaine, parce que j'étais donc en lien avec le directeur artistique de ce projet, qui m'a aiguillé tout au long quand même, sur ok, ça c'est une bonne idée, ça un petit peu moins, va plutôt là-dedans, attention tel mixage, attention tel instrument, attention ci, attention ça, et donc ça s'est peaufiné petit à petit, pour arriver à ce résultat dont je suis assez fier parce que voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est un process qui a été fait tout seul, tout de long, et oui, c'était vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et ce que vous venez de rajouter, ça veut dire que un directeur artistique sur un catalogue pareil, lui aussi doit avoir dans la tête l'ensemble de la liste des clients potentiels, et à partir de là, il sait très bien ce qui va correspondre à l'envie professionnelle pour l'utilisation de cette musique. Ouais, c'est lui qui fait le pont, c'est lui qui connaît, enfin, c'est lui qui m'a du coup commandé cette musique là parce qu'il savait qu'il y avait un besoin et un manque dans leur catalogue et potentiellement une demande, j'espère, et qui lui m'a aiguillé pour savoir exactement ce dont il avait besoin, à mon avis ce qui correspond à la demande qu'il a dû avoir, hein, j'imagine, et c'est lui qui ensuite la place par les mots-clés et par la mise en avant qu'ils vont faire sur leur catalogue pour peut-être la proposer à certains clients. C'est lui qui fait le lien. Cette musique, elle est sur le catalogue depuis récemment ou... Oui, elle est sortie en décembre. D'accord. Il y a déjà eu des accroches ou pas ? Alors, j'en sais rien. Ah ouais, pas encore. Ils me tiennent au courant normalement tous les ans, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, tous les ans, oui, d'accord. Non, peut-être un peu moins. Je sais pas s'ils me disent en direct quand c'est fait. En fait, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ça va être sélectionné. Il y a quelque chose qui va être tourné, qui va être fait avec cette musique. Ça va être donc réalisé, ça prend un bon moment, ça va être diffusé, les droits seront collectés, les droits seront divisés, tout ça. Moi, peut-être je saurai je pense qu'il y a un roulement de 3 ans à peu près. Ce qui fait que dans 3 ans, peut-être que je saurai qu'un tel, ou alors je vais entendre ma musique dans quelque part, ou je vais savoir que quelqu'un l'a sélectionné pour en faire quelque chose, mais c'est très long. C'est très long, donc pour l'instant, c'est une petite boule de neige que je jette et je vois si ça se peut ça fera rien, si ça se peut ça fera quelque chose, mais encore une fois c'était plus pour le process et encore pour mettre le pied là-dedans que moi je l'ai fait et c'est ça qui était bon au final. Voilà, après le reste on verra. Vous nous disiez que vous aviez des idées d'émotion que vous vouliez un peu illustrer en utilisant les codes d'une certaine musique, et là on parle de la musique des films de Blaxploitation. On a écouté juste avant que vous repreniez la parole Let's Do It. Le morceau qu'on vient d'écouter, ça correspondait par exemple à quelle activité dans un film ? C'était quoi ? C'était une poursuite ? Non, celui-là, c'était pas une poursuite. Ça porte un peu son nom. C'est quelque chose que je voulais entraînant. Alors, celui-là, particulièrement, ce morceau, c'est quelque chose qui, moi, je l'ai pensé de manière un peu transversale, c'est-à-dire il va pouvoir convenir à plusieurs scènes types. Il va pouvoir
simplement, on peut l'imaginer par exemple dans quelqu'un qui va se décider à faire quelque chose et qui peut-être met en place toute une action, tout un process pour arriver à ses fins. Ça peut être quelqu'un qui finalement rencontre une personne qui va lui permettre d'arriver à créer un projet. Donc c'est fait pour illustrer l'engouement, en quelque sorte. Voilà, c'était ça l'idée de cette chanson. Il y en a d'autres où c'est la course-poursuite, il y en a d'autres où c'est la réflexion, il y en a d'autres où c'est plutôt l'émerveillement, la nostalgie. J'ai un peu tout fait. Voilà. Donc, avant d'écouter un troisième morceau de cette série de morceaux que vous avez composés, c'est vachement bien. Ces morceaux, ils font moins de 2 minutes. On peut en écouter comme ça à l'appel. Vous nous rappelez dans quelle formation vous jouez en ce moment quand vous n'êtes pas tout seul dans votre chambre en train de fabriquer de la musique pour un catalogue? Eh bien, en situation normale, quand on fait des choses en tant que musicien. Donc lorsque vous serez redevenu essentiel, on va le dire comme ça. Ouais, voilà, on peut le dire comme ça. Je joue dans le Old School Funky Family, qui est un groupe de Bayonne à l'origine et qui maintenant s'étend au Grand Sud-Ouest, qui est un groupe d'afro-funk qui a pas mal d'années derrière lui, que j'ai rejoint depuis 2 ans. Et qui en ont bien une quinzaine, oui. Ouais, qui en ont exactement une bonne quinzaine, et avec qui on a enregistré le 4e album du groupe il y a 2 ans, qu'on a sorti en novembre dernier. Vous avez bien fait, c'était le bon moment pour sortir un album. Et ouais, on devait le sortir en avril, et puis ça s'est pas fait, on a retardé. Au final, on s'est dit que c'était finalement le moment de le sortir, plutôt que d'attendre le bouchon de sortie. Ouais. Donc on l'a sorti là, moi j'en suis très content, très fier, et on attend la reprise pour pouvoir le défendre en live, ce qu'on fera. On fera une vraie release qui est, pour l'instant c'est en mai, pour l'instant c'est maintenu, on verra. C'est à La Tabale, à Biarritz, avec Colinga. Ça va être fantastique. J'espère que ça se fera. Bon, maintenant j'espère plus grand chose. Mais... ouais. Voilà. On a beau croiser les doigts, bientôt on va avoir des crampes. Ouais. C'est ça. Ça c'est donc voilà, c'est le groupe de funk avec lequel je joue le plus. J'ai un autre groupe de funk qui s'appelle le Bombay Club, qui est beaucoup plus rigolo, où là c'est Oliver Miraglia, qui est un comédien assez connu sur Toulouse, qui mène le projet. Et c'est donc un mélange de musique indienne, Bollywood et de funk. Moi, j'en dis pas plus parce que c'est un projet un petit peu neuf encore. Je joue avec Tangle Tape, qui est un groupe de New Soul trip-hop. Voilà. Avec lequel on a sorti notre album il y a 2 ans. Un album magnifique qu'on passe assez régulièrement dans cette émission, et c'est presque le dernier concert que j'ai vu avec le confinement de l'année dernière, puisque vous étiez sur la scène de Oz, sur la scène du Zénith. Ouais. On a été confinés une semaine plus tard. Exactement, pour un set assez diabolique, et depuis je me dis que j'inviterai la chanteuse du groupe pour venir parler de cet album ici. Mais pareil, il y a plein de choses qui ont fait que il y a plein de choses qui se sont arrêtées. Par contre, cet album passe régulièrement sur ces ondes, et effectivement un album de funk assez terrible. Vous avez fait le printemps, les transmusicales de Rennes, si je me souviens bien, juste avant ce concert du Zénith. Hein. Oui, en décembre d'avant. Voilà. Qui était une expérience formidable. Je suis un grand fan des transmusicales depuis hyper longtemps. C'était vraiment un honneur pour nous de pouvoir y aller. Donc c'était génial de pouvoir défendre cet album à ce moment-là. On a fait pas mal de belles smacks et ça nous a ouvert des superbes portes depuis. L'album a bien marché. Voilà, on est maintenant en train de réaliser un nouvel EP. On travaille encore sur des nouvelles choses, des nouveaux clips, des nouveaux sons, et on attend que ça reparte évidemment. Beaucoup de choses. Voilà. Et après, dernière chose, moi je fais beaucoup de ciné-concerts. Voilà, je travaille beaucoup avec la Cinémathèque et avec plein d'autres festivals, beaucoup de lieux pour accompagner des films muets en duo avec un batteur qui s'appelle Rémi Gouffaut, que tu as déjà sûrement dû voir. Et voilà, ça c'est l'autre grosse activité qui m'a mené en fait petit à petit à penser la musique à l'image actuelle, parce qu'on accompagne des films depuis très longtemps. Rémi vient d'Aner, qui est un village dans les Pyrénées où il y a le festival du cinéma muet, donc on s'est rencontrés un petit peu comme ça, et on bosse ensemble depuis 4-5 ans maintenant pour accompagner de nombreux films muets dans pas mal d'endroits, et c'est une discipline que j'adore, qui est vraiment fantastique. Voilà. Pour en revenir, et ça sera ma dernière question sur Blaxploitation, c'est un projet qui pourrait avoir une existence sur scène, ou justement parce qu'il est dans un catalogue, ça ne peut pas se faire? Pas parce qu'il est dans le catalogue, mais parce que je l'ai pensé... il est pensé pour l'image, donc non. Je ne crois pas qu'il aura une vie sur scène, parce que il n'y a pas d'équipe de musiciens qui... Oui, mais ça peut se monter. Ça peut se monter sans problème. Les compositions sont pensées
pour de l'image, sont pensées pour... elles sont très calibrées. Donc en fait, il faudrait les réarranger. Ça pourra servir de base pour d'éventuels morceaux qui, eux, seront joués sur scène. Ce projet n'était pas pensé pour ça. Voilà. C'est là, justement, je fais une belle distinction entre tous mes projets live et les projets studio. C'est ça que j'aime. Voilà, donc nous avons passé un petit moment avec Arthur Guyard. Merci. Pour parler d'une musique que vous n'aurez jamais plus l'occasion d'écouter, à moins que ce soit chopé par la télévision ou qu'on puisse le voir sur un documentaire. Et je l'ai quand même mis sur YouTube. C'est ça vrai. existe sur YouTube, ça s'appelle Neo Blaxploitation. Et c'est disponible, voilà. L'album entier sur YouTube, ça s'écoute très facilement. C'est très bien de le rappeler. Et on va écouter un dernier morceau, extrait donc de ce, je vais pas dire de cet album, de cette série de morceaux de 23 minutes composés autour de cette influence des films des années 70 américains. Arthur Guyard, en tout cas, merci d'être venu nous parler de ce projet-là. Merci. Voilà, les joies du confinement étant ce qu'ils sont, vous le savez tous, notre bon professeur Thibault était jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore en visioconférence dans le cadre de son travail quotidien et hebdomadaire. On essaiera de l'avoir d'ici la fin de l'émission, mais ça n'est pas sûr. En attendant, on va retrouver Manuel Pomar. Manuel Pomar qui voulait réagir ce soir à une tribune qui a été mise en ligne la semaine dernière et qui s'appelle Soutenons les artistes contemporains, donc co-signée par des structures labellisées, par des musées, par des FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain et leurs réseaux respectifs. On y retrouve comme signature des directeurs de structures de diffusion, mais aussi des artistes, des critiques. En regardant la liste, j'ai même repéré quelques étudiants de la chose art plastique, Manuel Pomar, et vous vouliez réagir un peu à cette tribune, parce que même si elle prenait un peu votre défense, elle vous a un peu énervé. Chiffonné, dirons-nous. Voilà. Je rappelle que Manuel Pomar est aussi un artiste. Oui. Non, mais c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt, on va dire, un appel cordial à la coopération. Disons que quand on a vu apparaître, fleurir la tribune, parce qu'elle est bleue, elle clignote, c'est une vidéo, c'est... En termes de communication, c'est très très bien fait. Avec ce beau titre, Soutenons les artistes contemporains, on a quand même été étonné de ne pas en avoir été informé, c'est-à-dire aussi bien en tant qu'artiste, mais aussi partie prenante en tant que
travailleurs de l'art, c'est-à-dire s'occupant de lieux communs, qui est un lieu quand même actif depuis 25 ans, on va dire. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, on fait un peu partie du paysage. Voilà, on a trouvé ça dommage, surtout que la liste, c'est une sorte de cahier de doléances en plus. Et les demandes d'aide vont plutôt en direction des structures, alors que le titre laisserait croire autre chose. Je vais vous lire 3 petits passages de la réaction que nous avons eue avec mes camarades d'Art en Grève Occitanie. On a voulu faire un droit de réponse et je tiens à souligner aussi que ce droit de réponse, on n'a pas voulu faire quelque chose qui allait être signé, etc., mais on a reçu beaucoup de soutien justement de personnes qui étaient signataires de la dite tribune, mais qui rétrospectivement se sont dit que elle est coincée un peu aux entournures, cette tribune, donc des directrices de centres d'art, vont aussi dans notre sens, quoi. Ce n'est pas que ces artistes qui sont jamais contents, toujours à endosser leur couverture de survie, qui se mettent à réfuter ces mots. Alors, nous nous étonnons que la question du statut de l'artiste ne soit abordée dans cette tribune qu'en avant-dernière position, bien après la revendication d'une augmentation des budgets des lieux signataires de la dite tribune. On voit bien là le sens des priorités. Alors, pourquoi la nommer ainsi si finalement c'est pour soutenir les structures ? On sait tous que le ruissellement a des effets quelque peu aléatoires, voilà, et assez lent dans tous les cas. Voilà. Alors, ce qui choque nombre d'entre nous, c'est que vous affichiez un soutien à notre endroit en captant l'attention et l'empathie des signataires au profit de vos structures. Dans la crise actuelle, les structures sont notablement moins impactées que les artistes. Ça, je peux en témoigner depuis mon rôle de travailleur de l'art qui travaille dans une structure. Effectivement, nous sommes soutenus. On a reçu toutes les aides que nous devions avoir. Alors, on peut regretter que la liste des revendications qui justifient cette tribune passe sous silence, par exemple, le soutien nécessaire aux ateliers communs et aux autres collectifs au cœur de notre activité. Là, on a aussi un rapport à notre actualité locale, à ce qui peut arriver, qui arrive en ce moment à Mixarmiris. Et c'est vrai que dans cette tribune était absent, alors qu'il y a foison de lieux en France gérés ou dits autogérés par les artistes, Artist Run Space, etc. Et aucun ne participe à cette tribune qui va en leur endroit, et c'est dommage. En fait, nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut travailler ensemble, tout simplement, et au lieu d'avoir ce positionnement ascendant, bien classique, que l'on connaît tous, faudrait se mettre autour de la table et avoir une conversation un peu horizontale, dirons-nous. Et je vais finir à ce sujet parce que c'est ça qui nous semble évident, c'est qu'il y a une communauté d'intérêts qui doit nous rapprocher, à condition bien sûr que chacune soit, écriture inclusive, je vais tout vous faire au féminin, que chacune soit dignement prise en compte, artiste, travailleuse de l'art et structure, lieu de production, de diffusion, de transmission de l'art. Nous devrions confronter nos impatiences, les additionner plutôt que les soustraire. Le monde de l'art et celui des artistes ne sont pas éloignés au point de pouvoir s'ignorer ou se combattre. Leurs destins sont aujourd'hui liés, et d'autant plus en ce moment. Et donc, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est que voilà, les structures portent leur attention aux artistes. Ils sont vraiment en grande difficulté en ce moment, qui, contrairement... je dis pas que les intermittents sont en situation confortable en ce moment, mais les artistes-auteurs n'ont pas d'assurance chômage, donc n'ont pas d'année blanche, donc... s'il n'y a pas de projet, il n'y a aucune entrée de moyens, et je suis témoin de situations assez critiques. Malgré tout, les artistes continuent à travailler, évidemment, depuis leurs ateliers. C'est pour ça que je vais vous parler d'un joli ouvrage qui vient de sortir aujourd'hui. Il est tout frais. Ça s'appelle « Au pays du bleu-bleu ». J'imagine que... On voit tous ici de quoi vous parlez, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le bleu-bleu, c'est ce café Chalet
j'allais dire, illégal et sauvage sur bord de Garonne, qui a été tenu pendant une grosse trentaine d'années par quelqu'un d'assez unique, un peu en dehors de tout, qui est mort en octobre dernier, et depuis la municipalité a rasé cet endroit qui permettait d'aller prendre un coup, soit d'acheter une canette au bar, soit d'arriver directement avec sa canette en regardant la Garonne passer dans un lieu qui était dans un endroit quand même à 2 pas du pont de Blagnac, complètement isolé et assez magnifique. C'est paradisiaque. Ah. On va dire une ZAT, une zone d'autonomie temporaire, et malheureusement temporaire, c'est ça. Et donc Sophie Baquet, qui est dessinatrice, qui a déjà fait pas mal de reportages sur ce type d'utopie active. Elle a fait un reportage dessiné sur Notre-Dame-des-Landes et d'autres territoires. Elle travaille avec Bérangère Cagna, qui a fait les textes. Et ce que j'aime bien au Pays du Bleu-Bleu, c'est qu'elles ont abordé Bleu-Bleu dans sa mémoire vivante, on va dire. C'est-à-dire qu'elles ont interrogé des personnes qui fréquentaient Bleu-Bleu, qui aimaient Bleu-Bleu, qui étaient amies avec Vivien. Et donc, c'est vraiment un témoignage. On sent le cœur de Bleu-Bleu battre. Donc, vous pouvez le trouver à Terra Nova, une librairie comme on les aime. Voilà, donc qui se trouve rue Gambetta ? Oui, c'est ça. Et donc, ça a été coédité par le collectif Job, Mix Armiris et Lieu Commun. Voilà. C'est une lecture saine. Voilà, et assez nécessaire par les temps qui courent. On vous rappellera que Bleu-Bleu est donc détruit, que Mix Armiris a une incapacité d'accueillir du public, mais ça c'est comme tout le monde en ce moment, mais aussi les artistes qui y travaillaient, puisqu'il y avait quand même une trentaine d'artistes qui y avaient leurs ateliers, qui y travaillaient régulièrement. Cela, en plus de ne pas avoir de lieu de diffusion, parce que tous les musées et lieux de diffusion sont fermés, non même plus de lieu de travail. Donc ça c'est pour Mixar. Et puis dans la série le pavillon Mazar, dont la direction a décidé d'arrêter les frais et de partir même avant la fin du délai qui leur était imparti pour préparer ce départ. Donc les pavillons Mazar, lieu expérimental théâtral, n'existera plus d'ici 15 jours. Et puis sur le plan social, on rappellera que les locaux du DAL 31 et les locaux du centre solidaire Abbé Pierre sont là aussi en instance de fermeture par décision municipale et préfectorale. On vit vraiment une époque assez formidable, et il y en a qui disent que c'est le monde d'après. On a hâte de voir la suite. Donc voilà, Bleu-Bleu aux éditions. Il y a une édition qui... Oui, c'est édition Mix Armiris. Ah ben voilà, édition Mix Armiris. Comme quoi, ils sont en vie et ils le revendiquent, ils ont bien raison. Le cadavre continue à bouger. Donc, ce petit bouquin au Pays de Bleu-Bleu, donc chez Terra Nova. Chez Terra Nova, rue Gambetta. Il y a peut-être un site, non, pour se le procurer. Non, allez voir Terra Nova, oui. Ça leur fera du bien aussi. Voilà, on écoute un peu de musique et on essaie de joindre notre bon professeur Thibault pendant ce laps de temps. Merci Manuel Pomar pour cette chronique. Heureux d'être revenu. It's a dreadful world, you watch it all
Old Mountain Station, vu You've Got No Say. Voilà, c'est un groupe que l'on suit depuis ses débuts, il y a une petite dizaine d'années. Old Mountain Station, un quintet parisien qui revient avec The Summer Ends, son 4e album, plus électrique que les précédents, cette fois lorgnant avec bonheur sur le rock américain des années 90, époque où les Breeders, les Weezer, les Lemonheads ou autres Phillies étaient le roi du monde. Old Mountain Station, The Summer Ends, toujours publié sur un label toulousain, We Are Unique Records, et ça c'est un album chaudement recommandé par la maison. Allez, une dernière chronique avant de se quitter. Notre bon professeur Thibaut est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, bonsoir, professeur. Vos messages. Ah, ben oui, c'est vrai, mais quand je suis à la radio, je bloque le téléphone, mon cher professeur. Oui, ouais. C'est terrible. Oui, sauf que je vous ai envoyé ce message. J'avais dit 14, très précisément. La technologie me l'a prouvé. Ah ouais, ça, maintenant, on ne peut plus mentir. C'est terminé. Bon, je l'avoue, mon téléphone est souvent calé au fond de ma poche et j'ai du mal à m'en servir. Bon, ce qui fait que quand même, on va avoir droit à la deuxième partie de votre communication sur ce style qu'on a entamé la semaine dernière, la Blaxploitation. On vient d'en parler longuement avec Arthur Guyard, qui lui nous a parlé plutôt du versant musical, puisqu'il s'en est largement inspiré pour les compositions qu'il vient de réaliser, et je le rappelle, qui sont entendables sur YouTube. Vous nous aviez dit la semaine dernière, à la fin de votre précédente intervention, que la Blaxploitation n'était pas née dans les années 70, mais qu'il y avait déjà des précédents dans les années 30. Mais bien sûr, grossière erreur que tout le monde pense en fait. La Blaxploitation, c'est sorti comme ça, comme un champignon, vous voyez, au milieu de la forêt, comme ça et tout. Mais pas du tout. Tout a un antécédent. Il faut toujours remonter beaucoup plus loin. Et alors, en fait, on n'appelle pas ça Blaxploitation, mais en fait pour moi ça n'est parce que ça remonte tout simplement aux années, même on peut remonter aux années 20, aux années 30, etc. Et 40, parce qu'on va parler d'un film des années 40, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu le cinéma racial, parce que ça s'appelle comme ça, c'est le terme, on va dire, universitaire. Il y a eu ce cinéma-là qui a existé, en fait, aux États-Unis, où il y a eu des réalisateurs noirs, et pas que, qui se sont adressés à des noirs dans des cinémas noirs. Voilà, c'était... alors là, par contre, c'était un ghetto, comme on dit, c'était un tout petit ghetto, mais en tout cas, c'est quelque chose de super intéressant, parce qu'il y avait des gens qui ont su... comment je pourrais dire ça, garder la main sur leurs produits. Alors le plus connu, c'est quelqu'un qui s'appelle Oscar Micheaux. Oui. Oscar Micheaux, alors là, si vous voulez, c'est un petit peu l'ancêtre de Spike Lee. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans sa filmographie, il y avait des réponses comme ça au cinéma de Griffith, comme avec des films comme Naissance d'une nation ou des choses comme ça. Le garçon lui avait répondu. Et là, ce soir, on va s'intéresser à quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Spencer Williams. Alors, Spencer Williams, on le connaît, enfin, moi, je le connais surtout comme acteur pour un show qui a eu aux États-Unis en fait dans les années 50 qui s'appelait Moe and Andy ou quelque chose comme ça, qui avait été très très attaqué d'ailleurs à l'époque parce que soi-disant ça véhiculait des stéréotypes racistes, etc. Donc on n'est pas à un paradoxe près, puisque justement en fait Spencer Williams, lui, dans sa carrière de réalisateur et non pas comme acteur, faisait des films donc réservé à un public noir et qui, comment je pourrais dire ça aussi, promouvait une culture totalement noire. Et il a notamment réalisé un film complètement extraordinaire qui s'appelle The Blood of Jesus en 1941. Alors, The Blood of Jesus, évidemment... Le sang de Jésus. Voilà, qui est un film religieux.
Hein, il faut le dire tout de suite, mais c'est peut-être, vous savez, les périodes là un peu de pré-pro confinement, etc. Peut-être que je me tourne vers la religion. Ah ben ouais, il manquerait voilà, plus que ça. Peut-être si jamais. Mais en tout cas, voilà, il existe ce film-là, donc The Blood of Jesus, alors dont l'histoire est, comment je pourrais aller très 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 vite. Ça va être le parcours d'une pauvre fille de la campagne. Il va y avoir un accident de fusil. Son mari est en train de nettoyer son fusil, il tombe de son fusil, une balle est tirée et elle meurt. Et un ange va venir la chercher. Et l'ange va l'amener au croisement, donc, du paradis ou de l'enfer. Et alors là, c'est très marrant, parce que qu'est-ce que c'est que l'enfer à cette époque-là? C'est la ville. Et donc, qu'est-ce que c'est que le paradis? Le paradis, c'est la campagne. Alors ça, c'est complètement étonnant quand on voit ça aujourd'hui. Et donc cette jeune fille va expérimenter les clubs de jazz, le travail à la ville, tous ces trucs-là. Mais finalement, elle va choisir bien sûr de retourner à la campagne. Évidemment. Parce que c'est là où on est le mieux. Alors vous allez me dire, mais tout ça, mais professeur Thibault, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de délirer, etc. Mais non, professeur Thibault, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de délirer? Non. Absolument pas, pas du tout. C'est un film qui est absolument fascinant. Pourquoi? Parce que là, dans ma dernière chronique, je vous parlais justement de cette culture black qui avait été amenée par la Blaxploitation. Et vous avez notamment aujourd'hui parlé de musique. Eh bien là, c'est absolument la même chose. La musique, en fait, devient le narrateur du film. C'est-à-dire que c'est les chants gospel, c'est les morceaux de blues et c'est les morceaux de jazz, en fait, qui vont fonctionner un peu comme un chœur antique. Vous voyez, comme une troisième voix, comme ça, qui va narrer les pérégrinations de cette jeune fille. De cette jeune fille. Donc c'est absolument fascinant. Pour moi, c'est un équivalent de la Blaxploitation des années 70. Hein. On est, c'est quasiment les mêmes structures, si vous voulez, les mêmes squelettes. Et surtout, c'est un film qui est complètement naïf. C'est-à-dire que c'est un film qui croit dans son propos. Alors quand je parle de trucs religieux, évidemment, moi personnellement, je suis pas religieux, j'en ai absolument rien à foutre. Mais du coup, finalement, on finit par adhérer parce que c'est naïf, parce que c'est simple, parce que c'est tout bête quelque part, et que c'est vachement bien, quoi. Et que c'était des films, et ça je voudrais bien le préciser, et ça c'est génial. Parce que là, on est en 1941, Hollywood est déjà, bien sûr, méga construit, etc. Mais tous ces films-là, cette face obscure, on va dire, du cinéma américain, eh bien, c'était un circuit parallèle. C'est-à-dire, ça sortait dans les cinémas, mais les cinémas des ghettos. Ou alors, comme The Blood of Jesus, était sorti en salle, bien sûr, à Los Angeles, New York, etc., dans les ghettos, mais c'était aussi projeté dans les églises. Ouais. Vous voyez ? Donc là, on avait un truc, on a un truc un peu bizarre qui appartient à une autre époque, mais qu'il faut absolument voir. Alors ça, c'est tiré d'un coffret complètement fou, qui a été édité aux États-Unis, qui s'appelle Pioneers African American Cinema. Donc là, il y a 5 Blu-ray. Il y a à peu près, je pense qu'il y en a pour à peu près 10-14 heures de projection avec les suppléments. Là, ça vous donne un panel de ce qui s'est fait à cette époque-là. C'était un cinéma complètement fascinant, c'était un cinéma complètement fauché. Là, le film dont je vous parle, c'était $5 000 de budget. Ah ouais. Donc, vous voyez. C'est vrai que c'est pas beaucoup, oui. Et les acteurs, bien sûr, des acteurs non professionnels. Qu'on allait chercher comme ça et qu'on disait, allez, viens, tu viens de tourner une scène, là, vite fait et tout, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'après, c'est excessivement maladroit. Ça n'a pas un sens du rythme, on va dire, hollywoodien. Mais c'est fascinant de découvrir cette histoire cachée du cinéma américain. Et encore une fois, il faut toujours remonter le filon. On parle de Blaxploitation. La Blaxploitation n'est pas née dans les années 70, elle est née dans les années 20. Il y avait déjà des pionniers, donc comme Oscar Micheaux, ou comme ce fameux Spencer Williams. Voilà, qui a réalisé donc The Blood of Jesus dont vous venez de nous parler largement. Merci professeur, et à la semaine prochaine dans ce studio. En live, j'espère. C'est cela même, en live. Voilà, allez, à bientôt.
et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Allez, on va se quitter presque là-dessus. Simplement donner 2-3 adresses de concerts. Des concerts, vous allez me dire, mais où tu les as trouvés, Joe Kangourou? Je les ai trouvés sur le net, bien entendu, parce que comme d'habitude, dans cette période d'activité non essentielle, les concerts s'écoutent en streaming. Et par exemple, sur Radio CAFPO, la radio à écouter sur le web est montée à l'initiative de la Cave Poésie rue du Thor. Le site, c'est cave-poésie.com avec ce week-end, le traditionnel Love Me Tender, soit un week-end de lecture de lettres d'amour. Ça commence demain matin à 10h, ça se terminera dimanche, jour de la Saint-Valentin, à 20h. À 12h30, vous aurez... une rubrique concoctée par Marc Lazaro, par ailleurs membre de Radio Campus et qui régulièrement nous fait la technique en alternance avec Alban de ce Caramel Mou. Donc à 12h30 demain, Marc Lazaro interviendra dans le cadre donc de ce Love Me Tender, événement quand même radiophonique, 34 heures d'émission radio sans discontinuer. C'est quand même un événement donc à écouter sur Radio CAFPO à partir de 10h demain, toujours sur Radio CAFPO. Vous avez droit tous les jeudis à la retransmission à 12h30 en direct mais sans public du concert de la pause musicale qui d'ordinaire se passe salle du Sénéchal tous les jeudis à 12h30. Et jeudi prochain, 18 février, il s'agira de Mama Godillo, un groupe de musique du monde. Et puis demain, à partir de 14h, et ça, c'est pas un concert, place Saint-Cyprien, manifestation musicale en soutien aux organisateurs de la petite rave du 1er janvier en Bretagne. Vous vous souvenez, celle où pas mal de gens ont été arrêtés. Façon également de réclamer la réouverture des salles de spectacle, musées et salles de cinéma, et de rappeler que les activités culturelles sont essentielles. Donc ça, début de la manif à 14h, place Saint-Cyprien demain. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, je le disais tout à l'heure, avec le quartet Edredon Sensible qui amènera ses instruments pour faire un live, et ça risque de faire beaucoup de bruit. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur la page Facebook de Caramel Mou dès que Jérôme l'aura mise en ligne. Merci à lui de s'occuper de cette mise en ligne des différentes émissions de Caramel Mou. On se retrouve dans la semaine prochaine. Salut les filles, bye. Caramel.